Il existe en effet des recommandations qui se réfèrent aux organes du traité. On a recensé à peu près 347, mais ça concerne uniquement les 7 premières sessions. Les 7 premières sessions, on a à peu près 68 recommandations déjà acceptées, mais 10% qui ont été refusées, et l'autre partie, le reste, il est encore dans la zone grise, comme on peut dire ça, c'est juste commenter les centricités de position ou parfois noter et prise en considération. Il y a pour une référence aux procédures spéciales, toujours selon les statistiques couvrant les 7 premières sessions, on dénombre à peu près 329, avec 44% qui ont été acceptés et 26 qui ont été rejetés, et les autres sont recommandés. Alors, quel enseignement peut-on tirer de ce rapport des autres mesures? Eh bien, il faut être très très prudent. On n'est pas là pour déduire très difficile d'en déduire des conclusions très tranchées. Mais seulement, en se basant sur ce recommandation annoncée dans le cadre de l'EPU, on peut distinguer en effet entre les recommandations acceptées. Et dans le cadre de la recommandation acceptée, là, il faut juger vraiment de la valeur ajoutée. Parce que tout simplement, s'il y a une raison d'être pour les élus à ce niveau, c'est d'abord de mettre en œuvre ces recommandations issues des organes de traité et des procédures spéciales. Bien évidemment, ici, on a peu d'exemples qu'on a recensés dans le cadre de l'observatoire. Peu d'exemples. À part, on peut noter ici, à l'issue de l'examen El Salvador a adressé une invitation permanente qui est ouverte à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales. Quant aux recommandations qui n'ont pas eu l'appui des États, eh bien, là, il faut vraiment questionner la position prise à l'égard de ces recommandations. Est-ce que le rejet, la position qui n'est pas claire, prise par un certain État, est due à un manque de la volonté politique? Là, je donne par exemple le Nicaragua, recommandation numéro 84, où la justification bien sûr a été jugée, la recommandation a été jugée contraire au principe de souveraineté de l'État. Et tout simplement une question de manque de capacité institutionnelle. Et là, on a par exemple des exemples comme la Gambie, le numéro 89-90, ou Saint-Marin, le numéro 15. Les deux, en fait, ont commenté, en effet, la recommandation, n'ont pas rejeté, mais déjà, on peut dire qu'il est très difficile de mettre en œuvre cette recommandation. Eh bien, tout simplement aussi, de notre côté, est-ce qu'il existe aussi de facteurs qui sont de dire une certaine sensibilité à l'examen des recommandations des organes de traité, où il existe vraiment une sorte de seuil de tolérance. Ce qu'on peut appeler les recommandations de l'organisation universelle, tout dépend en effet de la position adoptée par chaque pays. Tout dépend en effet. Il est très difficile à le prouver, encore une fois, de façon très réelle. Le troisième point de la réflexion concerne en effet le questionnement toujours de quel modèle on a fait pour la mise en œuvre. Cette question est très intéressante pour des raisons suivantes. D'abord parce que la raison d'être de l'EPU déjà est la mise en œuvre de la recommandation. Aucun modèle universel n'a été retenu pour la mise en œuvre. Deuxième considération, c'est que le paquet institutionnel de 5 ans, donc il y a une formulation générale et qui précise en effet qu'il incombe aux États à titre principal, et le cas échéant, partie prenante, de veiller à la mise en œuvre des recommandations. Troisième considération, en effet, s'agit-il d'un défaut de naissance, comme disait son Excellence, M. l'ambassadeur Marguerite,
il est vrai, avec ce défaut de naissance qui pourrait, en effet, diluer en fait, le processus de suivi dans le cas de soft law sans aucun effet, sans effet contraignant pour les recommandations acceptées. Qu'en est-il en effet de l'efficacité de la mise en œuvre jusqu'à présent? On a dit que la discussion est encore prématurée, mais cela n'empêche pas de poser la question sur cette mise en œuvre. Jusqu'à présent, en effet, il existe quelques pratiques disparates, éparses, mais pas de système unifié et homogène. Mais il faut très bien reconnaître que le système de l'EPI a permis en effet d'amorcer une dynamique de pilotage en vue d'harmoniser le processus de mise en œuvre au niveau interne, au niveau national, à travers par exemple la mise en place du comité interministériel, ou plan d'action national, etc. Il existe aussi une bonne pratique, notamment celle qui concerne la soumission des rapports intérimaires, dont la méthode d'élaboration varie, encore une fois, d'un pays à un autre. Il y a des exemples, Bahreïn, Pays-Bas, France, Finlande, Roumanie, Argentine, etc. Mais il existe aussi, malheureusement, certaines dérives auxquelles il faut s'y pencher. Faudrait-il, dans ce cas-là, et là c'est juste en avance, c'est une proposition, faudrait-il prévoir dans le cadre des consultations sur la révision de l'EPI, par exemple, d'inscrire dans le point 6 de l'ordre du jour un procédé d'alerte qui permettra en effet au Conseil de se saisir des cas où certains États, par exemple, adoptent des mesures qui contredisent certaines recommandations qu'ils ont déjà acceptées au titre de l'examen périodique universel. Alors, pour une évaluation, donc c'est sur la base en effet de l'état actuel des processus et des pratiques émergentes de mise en œuvre, nous souhaitions en effet proposer quatre indicateurs qui pourraient servir peut-être probablement, je le souhaite, de référence à comme une sorte de ligne directrice, une sorte de guidelines, pour élaborer en fait des rapports de mise en œuvre. Et que nous souhaitions en fait mettre place au centre, en effet, au centre de consultation déjà engagé en vue de la révision de l'EPI. Le premier indicateur concerne d'abord la méthodologie de la mise en œuvre. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur une méthode commune pour élaborer les rapports de la mise en œuvre. Deuxième indicateur, c'est la politique internationale en matière de droits de l'homme de chaque pays dans le cadre de la mise en œuvre. Troisième point concerne le renforcement du système national des droits de l'homme, la capacité institutionnelle. Le quatrième point, c'est l'action engagée sur le terrain et les difficultés aussi rencontrées sur le terrain. Alors, pour parler de manière très sommaire de mode de méthodologie et de la méthodologie du processus de mise en œuvre, mode d'élaboration d'abord des processus de mise en œuvre, on va évaluer les points suivants dans chaque rapport d'évaluation au terme de premier cycle, par exemple. Le mode de pilotage du suivi, ce qui existe vraiment des agences au niveau national, comité interministériel, des sortes de steering committee, comme par exemple dans le cas de Bahreïn, par exemple. Approche consultative pour évaluer, tester et juger en effet l'effectivité de la consultation de la société civile et des institutions nationales. D'autant plus que dans l'examen périodique universel, nombre de recommandations portent sur cette question de l'approche consultative dans le cadre de la mise en œuvre. Puis vérifier s'il existe un plan d'action, par exemple Bahreïn, il a un plan d'action, d'autres pays par exemple ils n'ont pas jugé l'opportunité de mettre ce plan. Rapport intérimaire, comme c'est le cas par exemple des Pays-Bas, Bahreïn, France, Finlande, Roumanie, etc. Donc quelques éléments qui peuvent en effet enrichir cette question de mode d'élaboration du rapport d'évaluation de la mise en œuvre. Deuxième point, nous devons couvrir aussi par cette mise en œuvre non seulement les recommandations, mais aussi les engagements volontaires, soit ces engagements volontaires, soit qu'ils sont pris lors de l'élection des pays au CDH ou à l'issue de l'examen. Deuxième point, deuxième indicateur dans le
d'évaluation. D'abord, la politique internationale en matière de droits de l'homme. En ce qui concerne d'abord les instruments internationaux, tout ce qui touche à l'adhésion, la signature, la ratification, le retrait, les PRSA, etc., ou la coopération avec les mécanismes internationaux, organes de traité de procédure spéciale, les des rapports de souffrance, ou les rapports ou les invitations permanentes, les rapporteurs spéciaux, et l'effectivité du suivi des recommandations de ces mécanismes. Et bien évidemment, le troisième point, dans le cadre de la politique internationale, c'est l'assistance. Encore faut-il identifier un plan d'action pour solliciter cette assistance technique. Le renforcement, le troisième indicateur, concerne en fait le renforcement du système national des droits de l'homme. Cela peut porter sur le cadre normatif, tout ce qui est les recommandations qui portent sur les législations, ou aussi les procédures, sur les procédures, par exemple. Là, je donne juste un exemple, le rapport interne des Pays-Bas, par exemple, dans son rapport interne, la réponse du la recommandation numéro 24, il y a les Pays-Bas, vraiment, il a révisé en fait la procédure d'asile comme a été recommandée dans le cadre de son le cadre institutionnel, et cela peut concerner toutes les institutions, y compris les institutions de l'État, principalement, ou toute forme aussi de réforme, de réorganisation institutionnelle, justice ordinaire, administrative de la justice, etc. Donc, quatrième élément, indicateur dans toute évaluation de la mise en œuvre, ça concerne l'action engagée, les difficultés identifiées sur le terrain. Pourquoi? Parce que d'abord, l'un des objectifs majeurs de l'EPU, c'est améliorer la situation du droit de l'homme sur le terrain. Et le deuxième qui justifie en fait cet indicateur, c'est qu'il existe en effet un nombre important de recommandations qui laissent une marge de manœuvre aux États afin de prendre des mesures appropriées, genre des recommandations qui sont formulées comme entreprendre des efforts, continuer ces efforts, prendre un ensemble de mesures. Donc il y a un nombre considérable de recommandations qui ont été formulées dans ce sens, mais qui laissent une marge de manœuvre des États de choisir des mesures appropriées pour mettre en œuvre une action selon à la recommandation. Sauf que dans l'évaluation de ces actions engagées, l'évaluation doit uniquement se limiter exclusivement en mesure des actions concrètes qui peuvent être opérationnelles, qui sont vérifiables, susceptibles d'un contrôle ici. Par exemple, dans l'exemple de la mise en place de procédés, comme par exemple le pays, pas toujours selon le rapport intérimaire, la réunion numéro 8. La mise en place d'un procédé électronique permettant de porter plainte contre les actes. Donc ce genre d'actions qui sont mesurables peuvent être évaluées. Et bien évidemment, dans le cadre de ce point qui dit qu'il y a l'action engagée difficulté, il doit se limiter à ce genre d'actions mesurables qui sont susceptibles d'évaluation. Et l'autre point dans ce cas, c'est identifier les difficultés rencontrées, les mesures envisagées. On ne peut pas non plus refuser de donner suite à une recommandation, mais sans se donner l'effort d'identifier au moins les difficultés rencontrées sur le terrain, au moins pour demander l'assistance institutionnelle, par exemple. Donc, je termine donc sur ces brèves réflexions et contraintes par le temps. Je suis formulé de manière très sommaire et je profite de cette occasion d'inviter les panélistes de ce panel à nous rejoindre.